ce garçon a obtenu une compétence cachée super rare appelée inversion du monde miroir. Avec elle, il peut transformer n'importe laquelle de ses compétences inutiles en quelque chose d'incroyable. Par exemple, il a transformé sa compétence contrôle des vignes, qui avait une faible chance d'immobiliser une cible, en épine chaotique qui lance des épines sur les ennemis avec une forte probabilité de provoquer la confusion. Mais avant sa régression, notre protagoniste était déjà un guerrier légendaire après d'innombrables batailles qui l'ont laissé couvert de cicatrices et épuisé. Le héros fait face à sa plus grande blessure à ce jour, la trahison de son meilleur ami, Luo Wei, dans un monde transformé, par l'apparition soudaine de donjons. Les pouvoirs mystérieux obtenus dans ces lieux sont connus sous le nom de classes. Pour conquérir les donjons, les gens forment des groupes. Luo Wei décide d'éliminer son ami qui a dépassé le rang SSS, car il croit qu'un tel pouvoir devrait appartenir à la famille royale pour la stabilité de l'Empire. Avec cette idée en tête, Luo Wei utilise des explosifs pour le tuer, mais à notre grande surprise, lorsque Yunshe meurt, sa compétence cachée monde miroir s'active, transférant son âme dans un royaume miroir à l'intérieur d'un lac. Des décennies plus tard, un groupe de brutes suspend un garçon la tête en bas, le frappant et lui plongeant le visage dans l'eau du lac. Les appels à l'aide de la victime atteignent l'âme de notre garçon, qui les entend depuis les profondeurs. Un garçon à lunettes tente d'intervenir, mais le chef des brutes se moque de lui et de la victime, rejetant la faute sur l'intello et le ridiculisant également. Soudain, un donjon se matérialise, faisant fuir tout le monde de peur. Le garçon intello, cependant, se précipite pour détacher la victime qui est toujours attachée par une corde. Des monstres de donjon commencent à apparaître, menaçant d'attaquer. À ce moment critique, la victime précédemment noyée se réveille et déchaîne son pouvoir, impact glacial, contre l'ennemi, un type de capacité qui aide à soigner la cible. Mais le système l'informe qu'il ne peut pas soigner quelqu'un qui a déjà tous ses points de vie. Pendant ce temps, le garçon à lunettes est frustré que son ami essaie de soigner un véritable monstre. Notre protagoniste vérifie sa barre de statut et découvre qu'il a pris possession du corps frêle de Yunshe, héritant de ses faibles capacités. Il se souvient avoir été un guerrier d'élite et être mort après avoir activé le monde miroir, ce qui a conduit son âme dans ce royaume mystérieux. Les cris de la victime en train de se noyer avaient déclenché sa renaissance sous cette nouvelle forme, animé par un désir de vengeance. Notre héros décide de profiter de cette seconde chance. Le garçon intello se tourne vers Yunshe pour de l'aide, mais notre héros est découragé de constater qu'il n'a aucune compétence utile. Le précédent Yunshe était méprisé par tout le monde, considéré comme un simple incantateur. Malgré cela, Yunshe décide de placer ses espoirs dans la compétence monde miroir. Curieux de savoir comment elle fonctionne, il essaie de l'activer, mais le système lui dit qu'il ne remplit pas les conditions. Il tente d'utiliser la compétence sur un gobelin, mais le niveau est trop bas. Il essaie ensuite sur l'arme du gobelin mais obtient le même résultat. Soudain, un souverain difforme de niveau 10 apparaît, et une horde de monstres le suit de près. Le garçon à lunettes craint le pire, convaincu qu'ils sont condamnés, tandis que notre garçon peine encore à maîtriser la compétence monde miroir. Finalement, Yunshe essaie de l'activer sur l'une de ses propres capacités apparemment inutiles. À sa grande surprise, il réussit à inverser les vignes enchevêtrantes en épines chaotiques, provoquant la confusion parmi les monstres, qui commencent à s'attaquer les uns les autres. Au milieu du chaos, le souverain difforme est éliminé par un autre monstre. Finalement, notre protagoniste réalise que même sa compétence la plus inutile peut devenir puissante une fois inversée. Énergisé par cette découverte, Yunshe a hâte de transformer également ses autres compétences. Yunshe est stupéfait par la véritable puissance de la compétence cachée de rang SSS Monde Miroir, qui au lieu de simplement inverser une compétence, elle l'améliore en fait de manière globale. Notre garçon remarque que dans sa forme originale, sa compétence aurait un faible taux de réussite et ne durerait qu'une seconde. Maintenant, il est impatient de voir ce qui se passera lorsqu'il inversera ses autres compétences. Il l'essaie avec frappe renforcée, la transformant en lame trompeuse, qui bénéficie désormais d'une augmentation de 10% de sa puissance d'attaque et de sa durée. Avec Monde Miroir, notre héros découvre qu'il peut amplifier la puissance d'attaque de n'importe quelle compétence, alors que les monstres continuent de sombrer dans la confusion et de s'entretuer. Il gagne un flot de points d'expérience et monte rapidement de niveau. Chaque montée de niveau restaure entièrement ses PM, lui donnant plus d'occasions d'expérimenter. Profitant du chaos, il teste l'aim trompeuse sur les monstres toujours confus. Notre protagoniste utilise Monde Miroir à plusieurs reprises sur ses compétences jusqu'à ce que ses PM tombent à 12. Finalement, sa lame trompeuse atteint une augmentation de 120% de sa puissance d'attaque et dure 44 secondes. Lorsqu'un monstre géant charge sur Yunshe,
il lui fait face et le frappe avec sa compétence améliorée. Pendant ce temps, l'intello reste sans voix, en regardant notre héros, un simple enchanteur, combattre tant de monstres avec aisance. Avec l'âme trompeuse, Yunche assène des coups qui sont 2,3 fois plus puissants qu'auparavant. Soudain, le seigneur du donjon émerge du sol, imposant du haut de son niveau 21. Pourtant, notre protagoniste ne recule pas, attaquant le seigneur du donjon avec des épines chaotiques. Malheureusement, le seigneur s'avère immunisé contre cette compétence et contre-attaque avec ses griffes massives. Dans un élan de bravoure, l'intello s'interpose pour le protéger. En voyant cela, Yunche se souvient d'un ancien compagnon de sa vie passée qui agissait toujours de la même manière. Le bouclier, cependant, ne tient pas longtemps et l'intello est envoyé valser. Instantanément, notre garçon se précipite pour le soigner et presse l'intello d'utiliser une potion de santé. Élaborant une stratégie rapide, notre héros demande à Chaoji d'attendre. Avec seulement 8 secondes restantes pour l'âme trompeuse, Yunche abat d'autres monstres, gagnant des niveaux supplémentaires et restaurant ses PV et ses PM. Il réactive l'âme trompeuse, continue son carnage, et monte de niveau jusqu'à ce qu'il se sente enfin prêt à affronter le seigneur du donjon. En atteignant le niveau 12, l'âme trompeuse a maintenant une augmentation stupéfiante de 510% de sa puissance d'attaque. Fonçant depuis différents angles, Yunche déchaîne un assaut implacable et finit par vaincre le seigneur du donjon. Chaoji en croit à peine ses yeux, stupéfait de voir un enchanteur de niveau 5 abattre un seigneur de donjon. Avec la défaite du seigneur, le donjon est terminé. Alors que Yunche ramasse le butin, Chaoji, toujours incrédule, lui demande comment il est devenu si puissant si rapidement. En réponse, notre héros lui demande s'il a un lien de parenté avec Chaoyan. Chaoji est choqué que Yunche connaisse le surnom de son arrière-grand-père. Yunche est déconcerté d'apprendre que Chaoji est en fait le petit-fils de Chaoyan. Cependant, d'après ses souvenirs, Luo Wei avait éliminé toutes les personnes qui lui étaient liées. Notre héros essaie d'obtenir plus d'informations, mais Chaoji, de plus en plus frustré, refuse de répondre à d'autres questions puisque Yunche ne se montre pas non plus très bavard. Chaoji demande alors pourquoi notre protagoniste a caché ses pouvoirs pendant tout ce temps, mais il change rapidement de sujet, suggérant qu'il retourne à l'école et mentionnant une prochaine visite au mémorial. Sentant la méfiance, notre garçon décide qu'il est préférable de garder son identité secrète pour le moment. La mention du mémorial l'intrigue. Cela semble être l'occasion parfaite de découvrir ce qui s'est passé après sa mort dans sa vie antérieure, alors qu'il est à bord d'une navette ferroviaire. Yunche remarque que les transports fonctionnent désormais grâce à des produits dérivés des donjons. Il est stupéfait de voir autant d'objets provenant des donjons être utilisés dans la vie de tous les jours, des choses qu'il croyait autrefois ne jamais pouvoir exister en dehors de ces royaumes dangereux. Curieux, il invoque une bague en os de chimère de son inventaire et se souvient que par le passé, les objets restants des donjons disparaissaient, en même temps que le donjon lui-même. De toute évidence, les choses ont changé. Au mémorial, Yunche se retrouve face à une statue de Luo Wei, maintenant célébré comme le héros qui a mis fin au désastre des donjons il y a des années. L'histoire raconte que de nombreux donjons sont apparus simultanément, y compris un redoutable donjon de rang SSS qui causait des souffrances quotidiennes aux civils. Luo Wei, à la tête d'une armée, a conquis ces donjons, tandis que son ami proche, Yunche, a été qualifié de traître. Notre protagoniste fulmine face à cette injustice, se souvenant que c'est son armée qui était responsable de la conquête du donjon de rang SSS, pourtant l'histoire le calomnie. Pendant ce temps, le professeur de l'école raconte les épreuves de Luo Wei au combat, ajoutant qu'avec l'aide du célèbre héros Ding Kun, Luo Wei a pu réprimer la rébellion. Pourtant, Yunche n'a aucun souvenir de quelqu'un nommé Ding Kun. C'est alors que le chef des brutes, Ding Shu, apparaît, surpris de voir Chaoji et notre jeune homme vivant. Son ami émet rapidement l'hypothèse qu'un expert devait se trouver à proximité pour nettoyer le donjon. Les élèves se rassemblent autour de Ding Shu, impatients d'en savoir plus sur le nouveau donjon. Ding Shu, cependant, reproche à Chaoji de les avoir entraînés dans le pétrin. Lorsque Chaoji proteste, Ding Shu le remet à sa place en attirant l'attention sur une statue de Chaoyan, sur laquelle le héros Ding Kun, son propre ancêtre, marche. Soudain, Ding Shu crie avec colère sur Chaoji, l'accusant d'avoir insulté son ancêtre, tandis que d'autres élèves commencent à chuchoter à propos du traître Chaoyan. Le professeur intervient, ordonnant à Chaoji de s'excuser et lui rappelant que la famille du héros a autrefois épargné la sienne. Il lui fait clairement comprendre que personne n'est disposé à aider le descendant d'un traître, juste au moment où Ding Shu s'apprête à envenimer la situation.
Notre protagoniste intervient et envoie Ding Shu au sol d'un coup de pied, protégeant Shao Ji avant qu'il ne puisse être blessé. Tous les élèves commencent à chuchoter entre eux, choqués qu'un simple incantateur de niveau 5 vienne de mettre Ding Shu à terre et d'insulter la famille du héros. Furieux, Ding Shu traite Yuan-che de punching ball et rallie son groupe pour s'en prendre à lui. Notre jeune homme, cependant, se débarrasse facilement de chacun d'entre eux avec des coups de poing précis, y compris Ding Shu lui-même. Le descendant du héros reste sans voix après avoir été vaincu si facilement, tandis que les autres élèves recommencent à chuchoter, désormais convaincus que Ding Shu doit être faible. Furieux, Ding Shu active sa compétence, rage, et invoque son marteau forgé dans le feu, mais notre protagoniste repère une ouverture et le plaque au sol d'un seul coup bien placé. Les élèves restent dans un silence stupéfait alors que le garde du mémorial arrive, rappelant à tout le monde que les combats sont strictement interdits. Le professeur, clairement mécontent, réprimande notre jeune homme pour son impudence et invoque une arme pour tenter de rétablir l'ordre. Calmement, Yuan-che brise l'arme, utilisant sa bague en os de chimère et met le professeur au défi de gérer la situation équitablement, suggérant sa partialité envers la famille de Ding Shu. Démontrant la puissance de sa bague, notre héros force le professeur à accepter de mener une enquête en bonne et due forme sur l'incident. Intérieurement, Yuan-che note que la bague n'est qu'un butin d'un seigneur de niveau 21. Pourtant, elle est assez puissante pour affronter un professeur de niveau 32. Par conséquent, le professeur envoie Yuan-che et Chao Ji de la salle commémorative. À l'intérieur, le professeur appelle un soigneur pour s'occuper de Ding Shu. Une fois dehors, notre protagoniste se souvient qu'après sa propre chute, aucun des siens n'a survécu, et que Chao Yan a finalement été éliminé par Ding Kun. Curieux, il demande à Chao Ji de lui raconter l'histoire de ce soi-disant héros, Ding Kun. Chao Ji explique que Ding Kun a découvert les plans du traître Yuan-che et a mené une armée près du donjon de rang SSS, aidant à mater la rébellion. Notre héros se souvient qu'il y a bien eu une embuscade dans le donjon, destinée à anéantir son peuple. Chao Ji continue, disant que Ding Kun a été promu par le roi et est devenu une figure célèbre, combattant pendant des années pour protéger le monde de désastres comme le grand cataclysme de Winterland. Pourtant, notre protagoniste se souvient très bien que c'est lui, et non Ding Kun, qui a résolu la crise de Winterland. Néanmoins, il est curieux de connaître l'arme de Ding Kun. Chao Ji lui parle de l'épée du nuage flottant, la lame prétendument utilisée par Ding Kun pour exécuter le scélérat Yuan-che. Cette révélation met notre jeune homme encore plus en colère. Non seulement ses exploits ont été volés, mais même son épée est devenue partie intégrante de la légende de quelqu'un d'autre. Maintenant, avec une détermination brûlante, Yuan-che décide de faire tomber Ding Kun lui-même. À l'extérieur de la résidence de la famille Ding, des gardes patrouillent, mais lorsqu'ils aperçoivent Yuan-che et Chao Ji, ils les ignorent simplement et continuent leur chemin. Chao Ji, nerveux, suggère qu'ils devraient rebrousser chemin, troublé par le nombre de gardes en service. Notre héros, cependant, se souvient que Ding Kun passe la plupart de ses ressources et de son temps dans un donjon de haut niveau. À l'époque actuelle, les gens ne peuvent pas entrer ou sortir des donjons à volonté, un laissez-passer spécial est requis pour y entrer. Notre protagoniste suppose que la famille Ding doit posséder un tel laissez-passer. Il est curieux de cette sécurité renforcée, et Shao Ji explique que la famille Ding possède son propre donjon privé sur le domaine. De nos jours, les individus puissants peuvent acheter et vendre des donjons de bas niveau, ce que seuls les privilégiés peuvent se permettre. Chao Ji ajoute que Ding Shu monte rapidement de niveau en farmant des monstres dans le donjon familial, tandis que les étudiants ordinaires ne peuvent gagner de l'expérience que dans les donjons de l'école. L'implication est claire. Plus quelqu'un est riche et puissant, plus son niveau sera élevé. La plupart des diplômés ordinaires quittent l'école au niveau 15 à 20 et beaucoup perdent l'accès aux donjons, une fois leur diplôme obtenu. Seuls ceux qui travaillent dans des métiers liés aux donjons peuvent atteindre la petite trentaine à l'âge mûr. Les gardes de la famille Ding sont environ au niveau 30, et ceux qui dépassent ce niveau rejoignent souvent l'armée ou des guildes. Sachant qu'il aura besoin d'un laissez-passer pour entrer dans n'importe quel donjon, notre jeune homme pèse ses options. Chao Ji l'incite de nouveau à la prudence et suggère de partir, mais notre protagoniste ne peut s'empêcher de penser à affronter Ding Kun et Luo Wei. Il observe que les gardes ne peuvent pas couvrir chaque recoin du manoir, et la plupart semblent complaisants. Décidant que c'est sa chance, notre héros saute par-dessus le mur, notant à quel point il est facile de déjouer une sécurité aussi laxiste. Chao Ji hésite, mais notre jeune homme le tire à l'écart, lui demandant s'il veut vraiment changer de vie. Chao Ji admet que oui, bien qu'il pense que ce n'est possible, que s'il peut rejoindre une guilde. Yuan-che insiste sur le fait qu'il vaut mieux agir maintenant que de continuer à attendre le futur,
puis s'éloigne, laissant Chaoji faire son propre choix. Après un moment de pause, Chaoji se ressaisit et le suit. Saisissant une opportunité, notre protagoniste attrape Chaoji et ensemble ils sautent dans le domaine. Ils atteignent l'entrée avec succès, au donjon privé de la famille Ding. À l'intérieur, ils rencontrent des monstres de niveau 6 à 8, bien que ce donjon soit plus difficile que le précédent. Il contient moins de monstres. Notre héros presse Chaoji d'affronter l'un des monstres de front. Bien que réticent, Chaoji lève son bouclier alors que les monstres se rapprochent. Il a du mal au début, mais parvient à tenir sa position. Notre héros l'encourage à riposter, lui rappelant qu'il veille sur lui. Finalement, Chaoji trouve le courage de charger et parvient à vaincre un monstre. Notre héros remarque que Chaoji est en fait assez talentueux. Son principal problème est sa timidité, ce qui le pousse à jouer défensif et à paniquer facilement. Pourtant, la compréhension de Chaoji du positionnement spatial est impressionnante, lui permettant d'éviter de subir beaucoup de dégâts. Chaque fois que Chaoji se retrouve submergé, Yunche intervient pour s'occuper des monstres. Après le combat, Chaoji se rend compte qu'il a gagné un niveau. Notre protagoniste explique que les points d'expérience sont distribués en fonction de la contribution. Si Chaoji ne fait pas au moins reculer les monstres, il n'en profitera pas beaucoup, même si Yunche les achève. Chaoji mentionne qu'il répartit ses points d'attribut de manière égale, mais notre héros lui conseille que les porteurs de boucliers se concentrent généralement sur l'agilité. Chaoji explique sa stratégie, répartir les points équitablement dans l'espoir de trouver un groupe à l'école, car les porteurs de boucliers lents sont souvent ignorés, laissant les monstres être réclamés par d'autres. Notre héros explique que les promotions de classe avancée au-delà du niveau 60 nécessitent des allocations d'attributs spécifiques. Par exemple, la classe Forteresse Bastion nécessite 60 points d'endurance et 90 points de défense, donc une distribution aléatoire ne fonctionnera pas. Chaoji doute d'atteindre un jour le niveau 60, mais Yunche l'encourage à viser au-delà du rang S. En réfléchissant à ses propres progrès, notre protagoniste se rend compte que sa classe de soutien est revenue, grâce à la compétence Monde Miroir. Soudain, il découvre que sa capacité Monde Miroir peut elle-même monter de niveau, ouvrant de nouvelles possibilités d'avancement. Yunche continue d'éliminer les monstres dans tout le donjon. Alors qu'il s'apprête à en attaquer un autre, la durée de sa lame truquée tombe à 0, mais il parvient quand même à achever l'ennemi. L'effort le laisse épuisé, rappelant à notre héros que son corps actuel n'est pas fait pour des batailles prolongées. Malgré cela, il atteint le niveau 10 à 7 et gagne à la fois des points d'attribut et de l'expérience. Pour sa compétence Monde Miroir. Apercevant des gardes de la famille Ding approcher, notre protagoniste saute rapidement sur un terrain plus élevé pour éviter d'être détecté. Chaoji suggère qu'il se retire, puisqu'il ne reste plus que quelques monstres. Notre héros est d'accord, réalisant que garder un œil sur le bonus et la durée de la lame truquée tout en esquivant les gardes est trop difficile à gérer. Il note également que toutes les compétences inversées ne sont pas pratiques en situation de combat. Actuellement, il lui manque encore 30% d'expérience pour que Monde Miroir monte de niveau, et il se demande à quel point la compétence deviendra puissante une fois qu'elle atteindra le niveau 2. Décidant d'éliminer le seigneur du donjon pour accélérer sa progression, Yunche s'enfonce plus profondément dans le donjon, où les compétences de détection des gardes deviennent plus fréquentes. Finalement, il tombe sur le seigneur du donjon, enchaîné et sous contrôle. Pour Chaoji, c'est la première fois qu'il voit un seigneur du donjon maîtrisé de cette manière. L'attaquer maintenant attirait trop l'attention avec autant de gardes présents, alors notre héros choisit d'éliminer les gardes en premier. Il enfile un masque et maîtrise rapidement l'un des gardes en patrouille, qui accepte immédiatement de parler. Le garde révèle qu'une cache de laissez-passer se trouve dans le bureau du vieux maître. Il insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Après avoir vu le vieux maître et son garde partir avec ses laissez-passer, qui ne sont que pour un usage temporaire. Sans aide, il est presque impossible pour quiconque de passer la sécurité. Yunxia le pousse à vider son inventaire, s'assurant qu'il ne cache rien. Une fois dehors, le garde explique que l'avidité de la famille Ding les pousse à amasser chaque butin de valeur, ne laissant derrière eux que des objets ordinaires. Notre héros parvient à apprendre une nouvelle compétence grâce au livre de compétences du garde. Il se dirige vers le bord de la résidence intérieure où les gardes sont inutiles, car tout le monde à l'intérieur, sauf Ding Shu, est au-dessus du niveau 30. Les laissez-passer dont ils ont besoin sont conservés dans la résidence intérieure. Le chef de famille, qui est de niveau 42, est actuellement à l'intérieur. Le vieux maître et le troisième chef, tous deux au-dessus du niveau 50, sont absents pour affaires. Le garde s'effondre peu après, et notre protagoniste décide de retourner dans le donjon, seul pour attirer le chef de famille.
En atteignant le seigneur du donjon enchaîné, il réalise que le seigneur est retenu par des chaînes de haut niveau, pour maintenir la stabilité du donjon. Repérant un garde solitaire supervisant le mécanisme, notre héros l'élimine rapidement et obtient les chaînes de combat de niveau 60. Le seigneur du donjon maintenant libéré et commençant à se relever, le chaos est sur le point d'éclater. Pendant ce temps, à l'extérieur, le chef de la famille Ding commence à envoyer des gardes dans le donjon. Confiant dans la diversion qu'il a créée, notre garçon se prépare à entrer dans la résidence intérieure plus facilement. À l'entrée du domaine de la famille Ding, le deuxième chef de la famille, Ding Gao, sort de sa voiture avec Ding Shu à ses côtés. Il se dirige vers le véhicule suivant et ouvre poliment la portière pour Yunche et son assistante, les accueillant de manière formelle. Puis, sans crier gare, Ding Gao donne un coup de pied à un garde à proximité avant de conduire ses invités dans le palais intérieur. Observant de loin, Chao Ji contemple la scène. Yunche apparaît peu après et explique que le seigneur du donjon, à l'intérieur, est de niveau 30, ce qui rend sa capture vivante difficile. S'émère le chaos, dit-il à Chao Ji, était nécessaire pour garder la famille occupée et distraite. Chao Ji fait remarquer que le garde qui vient de recevoir un coup de pied est en fait son oncle. Notre garçon apprend que par le passé, sa propre famille a été complètement anéantie, leur épargnant d'autres humiliations. En revanche, la famille Cho a enduré des années de disgrâce. Et sous les ordres de Ding Kun, les brimades n'ont fait que s'intensifier. Finalement, la famille Cho est devenue pratiquement esclave de la famille Ding. Forcée de déchiffrer leurs humeurs et de ramper pour survivre, Chao Ji dit que la génération de son père a tenté de résister, mais que son père a perdu la raison. Et son oncle est devenu à peine plus qu'un serviteur pour les Ding. Malgré les risques, notre héros est déterminé à entrer dans la résidence intérieure. Chao Ji proteste, lui rappelant que le père de Ding Shu, un redoutable niveau 42, est à l'intérieur, mais Yunche reste ferme, insistant sur le fait que ceux qui craignent le risque et réfléchissent trop n'avanceront jamais. Il dit à Chao Ji que s'il veut vraiment changer son destin, il doit passer à l'action. Chao Ji hésite, incertain s'ils peuvent vraiment s'opposer à une famille si puissante, mais notre protagoniste déclare audacieusement qu'il est prêt à combattre l'Empire tout entier s'il le faut. Sans un mot de plus, il bondit dans le palais intérieur. À l'intérieur, le deuxième chef reçoit la nouvelle urgente que le seigneur du donjon est devenu fou furieux. Yunche propose de revenir un autre jour, mais Ding Hao la rassure en lui disant que son frère aîné résoudra rapidement la situation. Il mentionne également que le vieux maître et son troisième frère sont en route pour la rencontrer, et que leur célèbre grand-père héros est également impatient de la voir. Sur la terrasse, notre garçon se demande si ce grand-père héros est le tristement célèbre héros, Ding Kun. Il observe que Yunche porte le même nom de famille que lui. Supposant que son statut doit être important, il se glisse dans le bureau à la recherche de laissez-passer. Bien qu'il n'en trouve aucun, il tombe sur un journal intime et plusieurs livres de compétences de haute qualité. Parmi eux, il acquiert une nouvelle capacité, l'aura de ralentissement, qui peut réduire la vitesse d'un ennemi de 20%. Dehors, Chao Chu voit des gardes encercler la résidence intérieure et s'inquiète de plus en plus pour la sécurité de notre protagoniste. Il envisage de s'échapper, mais les souvenirs de la souffrance de sa famille le retiennent. Dans un acte de courage surprenant, Chao Ji crie soudainement pour attirer l'attention des gardes, espérant créer une diversion pour notre héros. Saisissant l'occasion, Yunche saute par la fenêtre. Reconnaissant la nouvelle bravoure de Chao Ji, il crie fort, s'assurant que tout le monde sache qu'il a obtenu les chaînes et les livres de compétences, puis il utilise le monde du miroir pour inverser son aura de ralentissement en une aura d'accélération. Réalisant que notre héros se dirige vers le donjon, Ding ordonne rapidement à ses gardes de le poursuivre. Déterminé, Yunche vise le seigneur du donjon avec l'intention de faire monter de niveau sa compétence monde du miroir. Heureusement, le seigneur est maintenant au plus faible après le combat précédent avec Ding Yi, offrant à notre protagoniste l'occasion parfaite de frapper. Yunxia entend l'agitation à l'extérieur de la résidence intérieure, mais Ding Hao la rassure en lui disant que ce n'est qu'un voleur qui cause des ennuis. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Ding Yi redirige rapidement ses gardes et se précipite en avant, ordonnant aux roublards et aux archers de le suivre. Cependant, Yunche utilise ses compétences d'agilité et d'accélération, rendant la tâche difficile pour les archers et les roublards de niveau 30 de le suivre. Notre garçon se retrouve bientôt face au seigneur du donjon, qui est maintenant dans un état affaibli et lié par un sceau. Reconnaissant l'opportunité, il maintient sa vitesse et vise à achever le seigneur affaibli, d'un seul coup décisif.
Alors que les gardes se rapprochent, notre protagoniste déchaîne des épines chaotiques, poussant les gardes à s'attaquer les uns les autres dans la confusion. Ils se faufilent facilement entre eux, notant leur manque de véritable expérience de combat en équipe. Un combat acharné éclate entre les gardes et notre héros, se poursuivant jusqu'à ce que Ding arrive enfin, vêtu d'une armure et brandissant sa hache. Ding charge notre protagoniste. Calmement, Yunche invoque les chaînes de haut niveau. Il ne peut pas encore accéder à leurs statistiques complètes, mais au niveau 60, elles sont toujours redoutables. Brisant le sceau avec les chaînes, notre héros attaque le seigneur du donjon sous plusieurs angles, l'éliminant finalement. Avec cette victoire, Yunche atteint le niveau 20 et sa compétence monde du miroir monte de niveau. Alors que Ding et ses gardes se rapprochent pour le capturer, notre héros disparaît sans laisser de traces. De manière inattendue, il se retrouve à l'intérieur du monde du miroir après avoir activé sa compétence, réalisant qu'il a une demi-heure pour utiliser cet espace unique. Yunche remarque rapidement que tout à l'intérieur du monde du miroir semble inversé. Au début, il suppose que les gardes ici ne sont que de simples illusions, mais réalise vite que ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'il ramasse un fragment de miroir, il découvre qu'il peut être ramené dans le monde réel. Maintenant que sa compétence monde du miroir a atteint le niveau 2, notre garçon réalise qu'il peut extraire tout ce qu'il obtient de ce royaume. Il vérifie sa fenêtre de statistiques et aperçoit une nouvelle liste de compétences. Ce sont les formes inversées de toutes ses capacités. Cependant, il voit que certaines compétences de base sont encore verrouillées, il ne peut donc pas encore les activer. Planifiant à l'avance, notre protagoniste décide de sélectionner de puissantes combinaisons de compétences pour optimiser la progression de sa classe. Soudain, il remarque des esprits flottant dans les airs, qui se transforment ensuite en créatures mortes vivantes. Sans hésitation, notre héros abat l'un des morts vivants et le système l'informe qu'il peut former un contrat avec lui. Il réalise qu'après avoir vaincu un mort vivant, il peut le ramener dans le monde réel, tout comme les fragments de miroir qu'il a collectés. Cela lui ouvre de nouvelles possibilités. Pendant ce temps, de retour dans le monde réel. Le donjon a disparu. Ding et ses gardes attendent, guettant le moindre signe de Yunche. Il suppose qu'il a peut être utilisé une compétence de furtivité de voleur, mais l'un des voleurs rejette cette idée. Frustré, Ding gronde ses hommes pour avoir laissé l'intrus s'échapper. Contre toute attente, notre héros réapparaît, juste derrière eux alors que le temps de sa marche miroir est écoulé. Ding crie à ses gardes de le capturer, mais notre protagoniste invoque rapidement une armée de créatures mortes vivantes. Bien que tout le monde panique, l'un des gardes fait remarquer que les morts vivants ne sont que de niveau 20 alors que Ding donne l'ordre de l'attraper, Yunche s'est déjà éclipsé. Une fois dehors, notre garçon remarque que ses invocations de morts vivants sont encore assez faibles, mais il est satisfait d'avoir réussi à former des contrats avec les 20 créatures mortes vivantes les plus fortes disponibles. Il apprend également que le monde miroir a une limite d'exploration de 200 mètres, ce qui restreint ses déplacements à l'intérieur. Déterminé à tirer le meilleur parti de cette nouvelle capacité, il décide d'explorer le monde miroir depuis différents endroits à l'avenir. À ce moment-là, il aperçoit Chaoji retenu par un garde. Agissant rapidement, Yunche neutralise le garde et attrape Chaoji. La situation étant sous contrôle, notre héros rentre chez lui, désireux de faire le bilan de ses gains et de planifier sa prochaine action. Les gardes de la famille Ding continuent de combattre les créatures mortes vivantes, et bien qu'ils les battent facilement, les monstres ne cessent de ressusciter. Bientôt, Ding, le troisième chef de la famille Ding, arrive et élimine sans effort tous les morts vivants. Il explique que ces créatures invoquées drainent des points de magie et disparaîtront si elles sont vaincues encore quelques fois. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence, Ding Hao s'incline devant le vieux maître en signe d'excuse. Il rapporte que l'intrus s'est échappé par une fenêtre. Le vieux maître, furieux, déplore ils ne savent même pas à quoi ressemblent les intrus. Ding Hao essaie de détendre l'atmosphère, en mentionnant que Yunche a accepté de visiter le donjon du héros. Le vieux maître, cependant, lui ordonne d'éliminer les intrus et de vérifier minutieusement si autre chose a été volée. Ailleurs, Yunche note avec satisfaction qu'il possède maintenant un laissez-passer et qu'il a juste besoin de quelqu'un qui puisse le faire entrer dans le donjon du héros. De retour chez Ding Shu, notre garçon a atteint le niveau 20. Bien que son anneau en os de chimère soit presque détruit, il a réussi à collecter plus de 10 livres de compétences, tous des chants de soutien, mais il a déjà appris le chant de guerre, qu'il peut inverser en chant du bouclier. Prévoyant le coup, notre protagoniste a l'intention d'utiliser ses compétences pour cumuler ses attributs, visant à égaler ou surpasser les autres du même niveau rien que par les statistiques.
Du butin du seigneur du donjon, il a également obtenu l'armure du chevalier corrompu. Avec le monde miroir maintenant au niveau 2, les créatures mortes vivantes qu'il peut invoquer ont considérablement augmenté sa puissance de combat. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour notre héros. Il sait qu'il doit atteindre le niveau 50 et former un contrat avec une créature morte vivante de rang S, s'il veut avoir le moindre espoir d'affronter quelqu'un comme le héros Ding-kun. Yunshe rassure Chaoji en lui disant que la famille Ding n'a jamais vu leur visage, donc le risque de se faire prendre est faible. Il demande ensuite s'il existe un donjon où un individu puissant est mort. Chaoji, hésitant, admet que le donjon de l'école correspond à cette description mais prévient qu'il n'est pas facile de s'y faufiler. Notre protagoniste l'assure qu'il a ses propres méthodes. Plus tard, à la résidence privée de son professeur, notre garçon soudoie l'enseignant avec 2 livres de compétences. Le professeur dit qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais le donjon a récemment été ouvert aux étudiants diplômés. Il explique que les étudiants peuvent rejoindre une équipe s'ils sont recommandés par un professeur. Avec l'aide du professeur, notre héros obtient la permission et se retrouve bientôt à l'entrée du donjon de l'école. D'autres étudiants se rassemblent, impatients de faire des plans pour monter de niveau. Alors que Yunshe examine la scène, il sent que quelque chose ne va pas. Il apprend que le donjon vaillant était un cadeau du héros à l'école, ce qui le met mal à l'aise. Chaoji révèle finalement que c'est le site où le héros a vaillamment tué le soi-disant traître, Choen. Le professeur de l'école prévient que le niveau du donjon est élevé et désigne un autre étudiant, Zi, pour s'occuper du groupe. Zi grogne mais suit les instructions, disant à notre protagoniste et à Chaoji de rester à l'arrière, malgré les préparatifs s'agiter. Notre héros n'arrive pas à se défaire du sentiment de danger qu'il ressent dans ce donjon de niveau 20 à 40. À l'intérieur du donjon, Zi reconnaît immédiatement Yunshe et Yunyin. Il fait remarquer qu'ils sont de niveau inférieur, puis tourne son attention vers Yunshe et Chaoji, notant qu'ils sont également de bas niveau. Se vantant, Zi prétend qu'il se sent plus énergique en présence de filles et souhaite que Yunshe et Yunyin restent à ses côtés. Un de ses coéquipiers lui rappelle que ces deux-là sont bien au-dessus du niveau 30, largement hors de sa portée. De manière inattendue, Yunshe et Yunyin s'approchent du jeune homme. Il identifie instantanément Yunshe comme l'invité qu'il a vu au domaine de la famille Ding, et se demande pourquoi elle est venue. Yunshe complimente nonchalamment sa voix, mentionnant qu'elle l'a vue au mémorial, puis se penche et admet à voix basse qu'elle l'a reconnue hier à la résidence de la famille Ding. Pris au dépourvu, notre protagoniste est surpris qu'elle ait pu le reconnaître avec seulement quelques échanges. Après avoir changé d'équipement, Yunshe et Yunyin poursuivent leur chemin. Cela fait réaliser à notre héros que Ding Shu a peut être aussi reconnu leur voix hier. Voulant remercier Yunshe et Yunyin de ne pas avoir révélé son identité, le jeune homme les avertit discrètement d'être prudents, expliquant que ce donjon lui donne une impression de danger. Yunshe le remercie pour l'avertissement mais l'assure avec confiance qu'elle n'est pas inquiète à son niveau actuel. Voyant cela, le groupe de Zi reste stupéfait et se rassemble rapidement autour de Yunshe, désireux de lui être présenté. Notre héros ignore leur curiosité et s'enfonce plus profondément dans le donjon. Zi et son groupe se disputent, insistant sur le fait que Yunsha et Chaoji ne devraient pas partir seuls. Essayant de sauver la face, Zi prétend être proche de Yunshe. Donc il est impossible qu'il soit de bas niveau. Il rappelle à ses coéquipiers que leur objectif principal est de collecter des cristaux, et suggère d'ignorer les bas niveaux, puisque tout le monde a une fusée de détresse. Secrètement, Zi espère que notre protagoniste se fera tuer, à cause de son excès de confiance. Pendant ce temps, Ding Shu se précipite vers l'entrée du donjon et interroge le professeur sur l'équipe qui vient d'entrer. Il se souvient comment ses aînés ont rejeté ses inquiétudes quand il leur a dit que c'était Yunshe et Chaoji qui s'étaient introduits dans le domaine. Son père pensait que Ding Shu était encore contrarié par l'incident du mémorial, tandis que le chef de famille insistait sur le fait que les étudiants ne pouvaient absolument pas échapper à autant de gardes. Le troisième chef a exigé des preuves, et le vieux maître a tout simplement ignoré Ding Shu. Maintenant désespéré de prouver sa valeur, Ding Shu agrippe un professeur, insistant pour être autorisé à entrer dans le donjon. Yunshe est occupé à abattre des monstres quand l'un d'eux lance soudainement une attaque féroce. Rapide à réagir, Chaoji invoque un ensemble de boucliers autour du jeune homme et crie des mots d'encouragement, augmentant ses stats par la même occasion. Grâce à ce soutien, notre protagoniste parvient à vaincre le monstre. En conséquence, il passe au niveau 21, tandis que Chaoji atteint le niveau 11. Les compétences que Chaoji vient d'utiliser proviennent des livres de compétences de la famille Ding, faisant de lui un efficace allié même contre des ennemis plus coriaces. Alors qu'ils avancent, notre héros se souvient d'un monstre rare connu sous le nom de bête d'obsidienne.
S'il parvient à la vaincre, il pourrait acquérir la compétence de type soutien, attraction gravitationnelle, qui est déjà répertoriée dans ses compétences inversées. Il est également impatient de trouver l'endroit où un individu puissant est autrefois tombé au combat. Finalement, ils arrivent au canyon des piliers de cristal, qui abrite un groupe de bêtes de pierre radieuses de rang élite. Yunche observe que ces monstres ont migré d'au moins 1 kilomètre, les identifiant comme étant de type errant. Contrairement aux monstres ordinaires, ces créatures errent librement et possèdent une plus grande force. Notre protagoniste se souvient qu'au début, affronter ce type de monstre était presque suicidaire. Il sortait même des donjons pour terroriser l'humanité. Cependant, les vaincre offrent une expérience plus élevée et un meilleur butin que les ennemis normaux. Les bêtes de pierre radieuse sont redoutables, alors Yunche décide de tester leur capacité en premier. Il découvre rapidement qu'elles peuvent se soigner continuellement. Lorsque les monstres attaquent, même le bouclier de Chaoji ne suffit pas. Notre garçon est blessé et sa vitesse seule ne peut l'aider à esquiver. Forcé de battre en retraite, il invoque son armée de morts-vivants pour se couvrir et décide de compter sur le bonus de défense de la récente montée de niveau de Chaoji. Plus tard, dans une zone de farm de plus bas niveau, Chaoji s'avance pour affronter quelques monstres. Notre héros observe que la plupart des classes se cachent derrière des porteurs de boucliers pour se protéger. Après leur session de farm dans le donjon de la famille Ding, Chaoji a investi ses points en défense et, combiné à l'armure qu'ils ont récupérée, possède désormais les capacités de base nécessaires à un porteur de bouclier compétent. Yunche le coach sur la manière de balancer son bouclier dans la direction des attaques. Encore en apprentissage, Chaoji laisse une ouverture et un monstre le projette contre un cristal. Notre protagoniste intervient immédiatement pour achever le monstre et conseille à Chaoji de faire attention aux attaques suivantes. Il encourage son ami, lui rappelant de toujours penser à son coéquipier derrière lui. En travaillant ensemble, ils vainquent de nombreux monstres, montant régulièrement de niveau. Yunchi atteint le niveau 22, tandis que Chaoji monte au niveau 15. Finalement, Chaoji apprend une nouvelle compétence d'un livre de compétences, armure de bouclier, qui ajoute une couche extérieure à son bouclier. Avec cette amélioration, notre garçon pense qu'ils ont enfin ce qu'il faut pour affronter les monstres de type errant. Pendant ce temps, un groupe de professeurs observe les monstres errants depuis une position surélevée lorsqu'un étudiant envoie un signal de détresse. Les professeurs discutent d'une intervention mais se méfient de la présence du type errant. Un professeur se porte volontaire pour rester, mais Yunche s'approche et propose que lui et Chaoji surveillent le type errant. Il explique que la détresse pourrait être liée à ces créatures et que seulement 2 professeurs ne suffiraient pas pour un sauvetage. Faisant confiance à son assurance, les professeurs acceptent et les avertissent de ne pas trop s'approcher des monstres. Cependant, notre protagoniste est certain que ces monstres ne pourront pas lui échapper, ni à Chaoji. Yunche engage un monstre de type errant avec Chaoji qui le soutient par derrière. Repérant une ouverture, notre garçon détruit rapidement la créature. Malgré la victoire, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est encore loin de la force qu'il possédait dans sa vie antérieure. Même avec le monde miroir qui booste son attaque, l'attaque de base de sa classe de soutien reste assez faible. Après avoir éliminé un autre monstre et collecté le butin, notre protagoniste monte de niveau et acquiert une longue épée de cristal qui devrait aider à compenser sa faible puissance d'attaque de base. Il est un peu déçu. Sans trouver de livre de compétences pour l'attraction gravitationnelle, réalisant que le taux de drop pour des compétences aussi rares doit être assez bas. Soudain, un signal de détresse de grade spécial provenant d'une escouade de professeurs illumine le ciel. Ailleurs, Lee, le professeur blond, peine à protéger ses élèves dans un espace exigu, alors que les monstres de type errant se rapprochent. De l'autre côté, de nombreux élèves et professeurs observent le chaos se dérouler de derrière leur bouclier. Curieuse de l'agitation, Yunche demande ce qui se passe. Un professeur explique qu'ils ont suivi le signal de détresse jusqu'à une grotte, où plusieurs personnes sont maintenant piégées. Il demande l'aide de Yunche et elle utilise rapidement ses compétences pour booster le groupe. Avec Yun, elle abat un monstre de type errant avec facilité. Observant de loin, notre héros remarque les compétences et l'équipement impressionnants que possèdent Yunche et Yun. Poussé par la curiosité sur la situation à l'intérieur de la grotte, il ordonne à Chaoji de rester avec les autres pendant qu'il mène son enquête. En entrant dans le monde du miroir, Yun Chao découvre qu'il peut désormais accéder à ce royaume à volonté, chose qu'il ne pouvait pas faire après l'incident avec la famille Ding. À l'intérieur du monde du miroir, il observe que les gens ont des reflets tandis que les monstres n'en ont pas. Et il repère le cadavre d'un monstre, confirmant qu'il est le seul physiquement présent dans cette dimension.
S'aventurant dans la grotte, notre protagoniste trouve Z et son groupe, ce qui l'amène à suspecter qu'ils sont ceux qui ont déclenché le rassemblement des types errants dans cette zone. Intrigué, il s'enfonce plus profondément dans la grotte, à la recherche de la cause profonde de la perturbation, jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur quelque chose d'inhabituel. Notre héros découvre bientôt pourquoi Z et les autres se sont aventurés dans la grotte. La présence de minerais de cristal spécial. Contrairement aux cristaux ordinaires trouvés à l'extérieur, ces minerais possèdent une valeur bien plus grande. Ils sont utilisés pour fabriquer de l'équipement avancé et des objets uniques, les rendant encore plus précieux que l'or. Quand Yun Chao ramasse un minerai de cristal miroir, il réalise que tant qu'il peut trouver une surface réfléchissante, il peut retourner dans le monde réel depuis le monde du miroir. Décidant d'explorer davantage, notre garçon remarque qu'une cargaison de ce minerai pourrait rendre quelqu'un milliardaire. Pendant ce temps, dans le monde réel, Yunche et Yun se feraient un chemin jusqu'à la grotte, battant les monstres de type errant pour ouvrir la voie au sauvetage. En atteignant le groupe piégé, elles préviennent tout le monde de rester sur ses gardes, car ils devront continuer à se battre pour s'échapper. Cependant, avant qu'ils ne puissent se regrouper, encore plus de types errants arrivent et les encerclent. De retour dans le monde du miroir, Yun Chao tombe sur un noyau de cristal, un trésor rare qui met des siècles à se former, représentant l'essence cristallisée de tous les produits spéciaux, à l'intérieur du donjon. Connaissant sa valeur, notre protagoniste le ramasse rapidement. Utiliser le noyau de cristal augmentera sa récupération d'endurance et de mana, mais ce qui l'impressionne le plus, c'est la réduction de 20% des dégâts de lumière et électrique qu'il confère. Une réduction de base d'1%? C'est rare, même parmi l'équipement de haut niveau. Cela rend notre héros prudent, suspectant que tout comme pour le minerai de cristal, l'acquisition d'un tel trésor caché attirera probablement un monstre bien plus puissant. Il décide d'utiliser le noyau de cristal avant de partir, mais découvre que cela consommera 10 minutes de son temps de présence dans le monde miroir. Pendant ce temps, dans le monde réel, un monstre gigantesque apparaît soudainement. Certains élèves pensent que c'est un seigneur de type errant, d'autres pensent que c'est peut-être le boss caché du donjon. Le seigneur errant émerge, un boss caché rare encore plus puissant qu'un seigneur de donjon et bien au-delà des capacités de n'importe quel professeur présent. Les élèves et les professeurs se blottissent derrière leurs boucliers, mais la panique se propage alors que les types errants environnants lancent des attaques incessantes. Yunche tente de calmer tout le monde. Suggérant qu'il pourrait s'échapper par le canyon devant eux, elle active un buff et Lily prend la tête, guidant le groupe. Alors qu'ils avancent, ils utilisent leurs boucliers et combattent les monstres. Malheureusement, le seigneur errant pousse son cri de guerre, ralliant et invoquant encore plus de créatures errantes des profondeurs du donjon. Il lance ensuite un puissant buff, augmentant les statistiques de ses sbires. Les monstres deviennent encore plus redoutables, et un professeur est rapidement éliminé dans le chaos. Au milieu de la lutte, Yunche ordonne aux gardes-boucliers et aux guérisseurs de se soutenir mutuellement. De manière inattendue, un professeur en cape panique et tente de s'échapper seul, se faufilant à travers les monstres. Lily empêche rapidement les voleurs de le suivre, les avertissant que leurs compétences de furtivité ne dureront pas assez longtemps pour traverser. Tragiquement, le seigneur errant lance une attaque dévastatrice, et le professeur en cape est éliminé. Pour ne rien arranger, le canyon devant eux s'effondre, plongeant les étudiants dans le désespoir. Alors que le seigneur errant prépare une deuxième attaque massive, Yunche et Yun invoquent leur bouclier ultime. Ensemble, ils parviennent à bloquer le coup, mais les boucliers sont stationnaires. Ils ne peuvent être ni déplacés ni rééquipés, ils ne font donc que gagner un temps précieux. Il exprime sa confusion, se demandant pourquoi un seigneur errant apparaîtrait dans un donjon d'école, tandis qu'un autre étudiant se blâme d'avoir déclenché le désastre. Pendant ce temps, Layli est soulagée de voir que les étudiants qui se sont portés volontaires pour observer les créatures errantes sont présumés en sécurité, jusqu'à ce qu'il aperçoive soudainement Chao Ji dans le groupe, ce qui le laisse stupéfait. Alors que les boucliers commencent à se briser, Layli est presque frappée par un monstre. Chao Ji intervient, invoquant son bouclier juste à temps pour le sauver. Il continue de couvrir Layli contre un autre coup imminent. Finalement, tous les boucliers, y compris l'armure de Chao Ji, se brisent et les monstres se rapprochent pour achever leur proie. Au moment où la situation devient désespérée, Yunche arrive et élimine rapidement les monstres assaillants. Il félicite Chao Ji pour sa bravoure et assure calmement à tout le monde qu'il s'occupe de la situation à partir de maintenant. Pendant qu'il était dans le monde miroir, Yunche a réalisé que le noyau de cristal originel existait toujours dans le monde réel, ce qui signifiait qu'il pouvait doubler ses gains en collectant les deux versions. Cependant, extraire un seul cristal consommerait 10 minutes de son temps de marche miroir.
Donnant la priorité, notre héros a saisi le noyau le plus précieux et l'a utilisé pour améliorer ses statistiques. Soudain, un sentiment de danger l'envahit. Décidant de ne pas prendre plus de risques, il est vite revenu et a découvert qu'il pouvait librement entrer et sortir du monde miroir tant que son temps de marche miroir n'était pas épuisé. En sortant de la grotte et en retournant dans le monde réel, Yunche fut accueilli par la vue d'une horde massive de créatures errantes et de l'imposant seigneur errant. Sans hésitation, notre protagoniste s'est précipité pour rejoindre Chao Ji et les autres étudiants. Il a habilement esquivé un monstre en entrant et sortant du monde miroir. À ce moment, notre héros était au niveau 24 avec un total de 140 points de magie et un taux de récupération de 2,6 par seconde. Sa puissance d'attaque était également en hausse. Malgré cela, le seigneur errant restait une menace redoutable. En atteignant les étudiants à travers le monde miroir, Yunche est réapparu devant eux et a immédiatement commencé à éliminer les monstres. Après avoir félicité Chao Ji, il a continué à naviguer entre les réalités, abattant des ennemis à chaque entrée et sortie. Pour gérer la vague incessante de créatures errantes, il a demandé des buffs à Yunyin et Chao Ji, qui se sont rapidement exécutés. Il semblait ne pas y avoir de fin aux monstres, mais grâce au noyau de cristal, notre héros était confiant de pouvoir tenir bon. Cependant, lorsqu'il a déchaîné les épines chaotiques, il a découvert que les monstres étaient complètement immunisés. Professeurs et élèves regardaient, incrédules, Yunche déployer son incroyable puissance. Chaque monstre qu'il battait lui rapportait encore plus d'expérience, et il monta rapidement de niveau à nouveau. Réalisant à quelle vitesse il pouvait progresser dans ce combat, Yunche, stupéfait par sa propre force, n'arrivait pas à croire que c'était la même personne qu'elle avait autrefois rejeté comme un simple voleur, passant adroitement du monde miroir à la réalité. Notre protagoniste élimina monstre après monstre, faisant monter son niveau jusqu'à 28. Leili essaya de rassurer les autres en disant que Yunche n'était qu'un étudiant, mais il était impossible d'ignorer son talent. Malheureusement, le seigneur errant lança une autre attaque dévastatrice. Notre héros esquiva de justesse, sachant qu'un coup direct serait fatal. Le mouvement du seigneur menaçait les deux dernières barrières de bouclier. S'il s'approchait davantage, même celle-ci s'effondrerait. Sentant l'urgence, Leili exhorta tout le monde à percer pendant qu'il y avait moins de monstres, mais les étudiants et les professeurs hésitèrent, craignant que déplacer les boucliers ne fasse que les exposer au danger. S'avançant, Yunche proposa une solution. Il attirait l'attention du seigneur errant, donnant à tous les autres une chance de s'échapper. Leili exprima son inquiétude, mais notre garçon savait que laisser le seigneur errant sans surveillance ne mènerait qu'à un plus grand désastre, car il rassemblerait encore plus de monstres et finirait par atteindre le monde extérieur. Avec détermination, Yunche prit sa décision. Il allait éliminer le seigneur errant. Pendant que Yunche attire l'attention du seigneur errant, les professeurs et les étudiants saisissent l'opportunité de s'échapper. Le plan de Leili est que tout le monde s'enfuit rapidement, en espérant que notre garçon pourra également s'éclipser. Pendant ce temps, Chao Ji, se sentant impuissant, s'inquiète du sort de notre héros. Alors que la bataille fait rage, Yunche monte de niveau en frappant le seigneur errant sous différents angles. Lorsque le seigneur riposte avec une puissante attaque, notre protagoniste se réfugie dans le monde miroir, puis en ressort pour porter un autre coup. Il remarque cependant bientôt que le seigneur errant guérit instantanément après chaque coup, réalisant qu'il a besoin d'une nouvelle stratégie. Il décide de viser le cristal incrusté dans la tête du seigneur. Les buffs qu'il avait reçus plus tôt commencent à s'estomper, et il sait que ses PM ne soutiendront plus longtemps la lame truquée. Déterminé à récupérer rapidement, il se force à monter de niveau aussi vite que possible. Malheureusement, le seigneur errant commence à anticiper ses mouvements, le suivant même lorsqu'il entre et sort du monde miroir. Lors d'une attaque continue et massive, notre garçon encaisse un coup violent et est blessé. Il reconnaît que compter sur le monde miroir est risqué, car son temps là, bas s'épuise et invoquer des morts vivants n'est pas non plus une option, car il draine également ses PM. Soudain, un bouclier massif se matérialise, invoqué par Leili. Notre protagoniste est stupéfait de la voir, ainsi que Chao Ji et Yunyun, se précipiter pour l'aider. Alors qu'il le presse de battre en retraite, Yunche est résolu à terminer la bataille avec leur soutien. Avec leur aide, il combat d'autres monstres et atteint le niveau 30. Enfin, il acquiert le livre de compétences tant convoité pour l'attraction gravitationnelle. Enfilant son armure, notre héros inverse l'attraction gravitationnelle en traction gravitationnelle, ce qui lui donne la capacité de s'attirer vers le seigneur errant en un instant. Avec la puissance d'attaque de ses lames truquées amplifiées, il utilise la traction gravitationnelle pour combler la distance et vise le cristal sur la tête du seigneur.
Le seigneur errant déchaîne une autre attaque de zone dévastatrice, mais Yunche se prépare à l'impact et parvient à briser le cristal. Le cristal détruit, le seigneur errant est finalement éliminé, et notre garçon gagne 5000 points de l'EXP et réclame le titre de tueur errant en récompense. Il reçoit également 2 livres de compétences, barrière de lumière dorée et bénédiction de l'ange. La performance de notre protagoniste laisse tout le monde stupéfait alors qu'il atteint le niveau 33 avant même que Yuncho ne puisse expliquer le butin. Le corps massif du seigneur errant commence à s'effondrer, créant le chaos tout autour. Au milieu de tout ça, notre garçon remarque une montagne creuse à proximité. En s'aventurant à l'intérieur, il trouve les restes d'humains et de créatures errantes et réalise rapidement que cet endroit a autrefois donné naissance à un seigneur errant encore plus puissant. De manière inattendue, il tombe sur le corps de Chao Yan, connu sous le nom de Chao Yan. Yunche s'approche, remarquant que la scène est tout le contraire de la statue héroïque du mémorial. Elle note que ce qu'il voit ici est le résultat d'innombrables batailles contre des monstres et des gens. Couchier arrive silencieusement, insistant sur le fait que son arrière-grand-père n'était pas un homme mauvais. Il raconte qu'il a passé des années à faire des recherches sur la vie de Chaon, bien que la plupart de ce qu'il a découvert soit vague. Pourtant, il a découvert que son arrière-grand-père entrait souvent dans des donjons bien au-dessus de son niveau, y compris celui-ci, un nid connu pour les seigneurs errants. Chuji explique qu'à l'époque, les officiels manquaient de la force militaire pour gérer de telles menaces, alors ils dépendaient d'individus puissants pour nettoyer régulièrement les donjons. Son arrière-grand-père faisait partie de cette élite, bien que sa famille pense qu'il cherche juste à se réconforter. Chuji n'a jamais cessé de chercher la vérité. En entendant cela, notre héros lui donne une tape rassurante, lui faisant savoir qu'il le croit. Yunche se souvient que Chao Yan était loin d'être mauvais. Il était toujours déterminé à devenir plus fort, n'ayant pas peur de demander de l'aide ou même de se disputer avec son maître. Finalement, Chao Yan a trouvé la mort en combattant une horde écrasante de monstres. Rempli de détermination, notre protagoniste silencieusement jure de se venger de la famille Ding pour l'amour de Chao Yan. Pendant ce temps, de retour au domaine de la famille Ding, Dingshu rapporte que les étudiants reviennent du donjon, chantant les louanges de Yunche pour avoir vaincu un boss caché de niveau 40. Le troisième chef de la famille Ding se lève immédiatement, ordonne à ses gardes de se rassembler, et leur commande d'amener les membres de la famille Chao. Yunche donne le livre de compétences barrière de lumière dorée à Shaoji, expliquant qu'il ne peut pas apprendre une compétence conçue pour les porteurs de boucliers. Selon Yunche, notre garçon ne manque certainement pas de capacités puissantes, malgré ses propres compétences impressionnantes. Elle admet que même elle ne peut pas le suivre. Elle souligne sa capacité à disparaître et son aptitude unique à invoquer des créatures mortes vivantes, faisant réaliser à notre protagoniste que ces invocations de morts vivants sont des âmes transformées. Cela déclenche l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres âmes dans le monde du miroir en plus de la sienne. Curieux, Yuncha entre dans le monde du miroir, qui se réinitialise à son arrivée. Il aperçoit l'âme de Chao Yan et se demande s'il est possible d'interagir avec elle ou même de l'utiliser. De retour dans le monde réel, Yunche se souvient qu'elle doit assister à une cérémonie importante, alors elle et son assistant prennent congé. À l'intérieur du monde du miroir, notre héros tente de communiquer avec Chao Yan mais ne reçoit aucune réponse. Soudain, l'âme de Chao Yan pousse un rugissement et conjure un mur sombre autour de Yunche. Des scènes de la vie de Ben Ben se déroulent sur le mur, montrant Dinkan le terrassant finalement. Le mur se brise et l'âme de Ben Ben attaque, guidée uniquement par ses instincts de combat. Réalisant que la conversation est impossible, notre protagoniste tente de quitter le monde du miroir, pour découvrir qu'il ne peut pas partir de cette zone. N'ayant pas le choix, il se prépare à affronter l'âme de Chao Yan de front. Pendant ce temps, dans le monde réel, le troisième chef de la famille Ding, Ding Ge, s'approche de Chao Ji, accompagné de Ding Shu et de plusieurs gardes. Ding Ge exige de savoir où se trouve Yunche, tandis que Chao Ji essaie de rester cool. Demandant nerveusement s'ils sont là pour s'entraîner, Ding ignore sa diversion, révélant qu'ils connaissent Chao Ju, et que notre garçon s'est faufilé dans la résidence Ding. Ding Shu ajoute qu'il a reconnu leur voix, et Ding mentionne de manière menaçante qu'il a préparé un cadeau pour Chao Ji. Dinge fait un signe, incitant des membres de la famille Chao, y compris la mère de Chao Ji, son grand-père, et plusieurs parents proches à s'avancer. Le grand-père de Chao Ji exige immédiatement qu'il s'agenouille et s'excuse auprès de la famille Dinge. Chao Ji refuse, insistant sur le fait qu'il ne laissera pas sa famille être traitée comme des chiens par la famille Ding pendant des générations. Son oncle, cependant, tombe à genoux, déclarant que pour les descendants d'un prétendu grand pécheur, c'est déjà une bénédiction d'être autorisé à servir de manière si servile.
La tante de Chao Ji l'interpelle, lui rappelant de penser à sa mère, qui a tant souffert depuis que son mari est devenu fou. Mais Chao Ji reste ferme, insistant pour qu'il regarde le corps de son arrière-grand-père qui s'est battu pour éviter un désastre et s'est sacrifié, après avoir été submergé par des monstres. Il supplie sa famille de croire aux preuves qu'ils ont sous les yeux, des preuves qui contredisent la propagande de la famille Ding. Chao Ji croit qu'une fois la vérité révélée, ils n'auront plus à vivre dans l'humiliation. Il déclare même que selon la logique de la famille Ding, la famille de son grand-père, son oncle par alliance, et la famille de son deuxième oncle devraient mourir, à cause de ce prétendu crime. Ding rit d'un air moqueur, admettant que ce que dit Chao Ji est vrai. Deng Kun est en effet arrivé au pouvoir en tendant une embuscade à Chao Yan, mais il ricane, rien de tout cela n'a d'importance. Chao Yan a été qualifié de traître à l'Empire. Et personne ne se soucie que le père de Chao Ji soit devenu fou ou que d'autres membres de la famille soient morts. Il dit à Chao Ji que toute la famille Chao sait déjà cela et leur ordonne à tous de s'agenouiller. À contre-cœur, la mère de Chao Ji s'agenouille, pleurant en suppliant son fils de céder et d'admettre sa faute. Elle ne peut plus supporter de souffrir après la crise de son mari, mais Chao Ji se souvient des mots qu'elle lui a dit dans son enfance, lui disant de ne pas écouter ce que les autres disent. Alors que Ding Shu perd patience et s'avance pour soumettre Chao Ji d'un coup de pied, Chao Ji lui saisit brusquement la jambe et le plaque au sol, déclarant sa détermination à ne jamais s'agenouiller. Quand Ding Shu, en colère, invoque son marteau, Chao Ji contre-attaque avec son bouclier et crie pour que tous l'entendent que la famille Chao est une descendante de héros. Chao Ji assène un puissant coup de poing à Ding Shu, attirant l'attention de Ding, qui devient de plus en plus curieux. Pendant ce temps, Ding Shu n'arrive pas à croire comment son ancien souffre-douleur est soudainement devenu si fort et se précipite sur Chao Ji avec frustration. Cette fois, Chao Ji bloque facilement chaque attaque et terrasse Ding Shu d'un coup puissant. Pendant ce temps, dans le monde du miroir, Yun She est engagé dans une bataille féroce avec Chao Yan. Il réalise qu'il est témoin de la pleine puissance de Chao Yan et que l'écart entre eux est immense. Si Chao Yan n'était pas d'une classe défensive et manquait de conscience de soi, notre garçon serait en grande difficulté. Heureusement, toutes les techniques de combat de Chao Yan lui ont été enseignées à l'origine par Yun She lui-même, il est donc familier avec leurs faiblesses. Néanmoins, notre héros peine, découvrant que même sa lame illusoire a peu d'effet sur Chao Yan. La situation s'aggrave lorsque Chao Yan invoque sa barrière de lumière dorée, une technique qui inquiète réellement notre protagoniste. De retour dans le monde réel, Ding Shu riposte avec son marteau chaotique de la montagne en fusion. Chao Ji reste ferme, bloquant l'attaque et contre-attaque avec une série de coups qui laissent Ding Shu chancelant au sol. Alors que Ding Shu encaisse coup après coup, le chef de la troisième famille invoque sa propre arme griffe, prêt à prendre les choses en main. De manière inattendue, il découvre que Chao Ji est protégé par la barrière de lumière dorée. À l'intérieur de la barrière, Chao Ji maintient Ding Shu, poursuivant son assaut et interpellant les Ding. Famille de lâches. Dans le monde du miroir, notre protagoniste attaque désespérément la barrière de lumière dorée. Il sait que la barrière peut supporter au moins 10 coups, à condition qu'aucun d'entre eux n'inflige plus du double de sa tolérance. Une fois son énergie épuisée, n'importe quelles 10 attaques peuvent la briser. Dans le monde réel, le chef de la troisième famille parvient finalement à détruire la barrière. Alors que la poussière retombe, Chao Ji déclare que si son arrière-grand-père était présent, la famille Ding serait celle qui implorerait pitié. Fou de rage, Dinga utilise une compétence qui force Chao Ju à lâcher Ding Shu, puis déclenche écrasement gravitationnel, qui fend le sol et laisse Chao Ji gravement blessé. Dinga s'avance, se préparant à trancher les jambes de Chao Ji avec sa hache. À ce moment-là, la mère de Chao Ji intervient, suppliant pour la vie de son fils et proposant de s'agenouiller et d'accepter n'importe quelle punition à sa place. Dinga offre un choix à Chao Ji, mais perd rapidement patience et retourne sa fureur contre la mère de Chao Ji, avec l'intention de la blesser. Soudain, l'âme de mort-vivant de Chao Yan apparaît devant tout le monde, stupéfiant toute la famille Chao et leurs ravisseurs. Yun Chao, observant depuis le monde du miroir, explique que Ben Ben est revenu de l'enfer pour régler ses comptes. Sous les yeux de tous, le mort-vivant Chao Yan se dresse fièrement. Le troisième chef de la famille Ding ordonne immédiatement à ses hommes de le maîtriser. Les gardes de la famille Ding se précipitent, mais Chao Yan active l'armure de fer, l'armure bouclier, l'aura du gardien et le bouclier de groupe, tous en même temps. Leur assaut combiné est repoussé sans effort, et ce sont les gardes qui sont repoussés. Le grand-père de Chao Qing reste sans voix devant la force de Chao Yan,
tandis que Chao Jing admire sa capacité à résister aux attaques de tant d'adversaires à la fois, se tournant pour faire face à Yunche. Ding Jiu déclare qu'il sait que Chao Yan n'est qu'une invocation de mort-vivant, ayant déjà vu l'armée de morts-vivants de notre héros chez lui. Il se moque de Chao Yan qui n'est que de niveau 33, le traitant de déchets, et lance une série d'attaques incessantes. Utilisant sa compétence d'adhésion tenace, Chao Yan contre cependant chacun de ses coups. De plus en plus frustré, Ding perce la défense de Ben Ben avec une aura rouge, et déclenche collision divine d'invocation, mais Ben Ben le bloque avec sa barrière de lumière dorée. Le troisième chef reconnaît la puissance de la barrière et ordonne à ses hommes de la briser, seulement pour découvrir qu'ils sont tous occupés à combattre les squelettes morts-vivants. Furieux, il tente un point de pression chargé sur notre garçon, mais l'attaque n'a aucun effet. Choqué, Dingo passe à la griffe déchirante, mais notre protagoniste disparaît, pour réapparaître au-dessus et frapper, laissant Dingo gravement blessé. Saignant et enragé, le troisième chef rugit, mais Yunche esquive facilement. Chao Yan lève son épée, offrant à notre héros une plateforme pour sauter et lancer une attaque encore plus rapide. D'un coup net, il tranche le bras de Ding Jiu. Quand Ding Jiu appelle son prêtre, il découvre que tous ses hommes ont été éliminés par les morts-vivants. Notre héros se moque de lui, expliquant qu'avec un buff de compétences légendaires, ces créatures mortes-vivantes sont maintenant bien plus fortes que tout ce que les gardes de Dingai peuvent gérer. Désespéré de s'échapper, le chef de la troisième famille tente de fuir, mais se retrouve bloqué par les épées levées de Chao Yan. Yun Chao révèle calmement qu'il s'agit de la formation absolue du bouclier d'épée. Personne en dessous du rang S n'a jamais réussi à s'en échapper. Dans un dernier effort désespéré, Ding Ge sort une bombe du vide, une arme de rang S héritée de son grand-père, et menace de la faire exploser. Impassible, notre protagoniste lui dit de ne pas se gêner. Ding Ge hésite, et Yunche lui tranche rapidement l'autre bras, faisant tomber la bombe au sol. N'ayant plus d'autre choix, Yunche lui ordonne de s'agenouiller, et Ding Ge obéit, sans espoir. Xiao Ju ne peut s'empêcher de sourire à cette vue tandis que Ding Shu pleure silencieusement en arrière-plan. Notre protagoniste monte sur le dos de Ding Ge, pointe son épée sur le cou de l'homme et lui demande ce qu'il vaut maintenant. Yunche vérifie son inventaire et trouve des centaines de potions de santé, chacune capable de restaurer 100 points de vie en 10 secondes. Cependant, notre héros réalise rapidement que même en utilisant toutes ces potions, ce ne serait pas suffisant pour guérir complètement Chao Yan, gravement blessé. Discrètement, il décide que Chao Yan doit mourir et être ressuscité une fois de plus, lui permettant de revenir plus fort qu'avant. Après avoir achevé Chao Yan, son âme apparaît dans le monde du miroir. Yunche le recrute sans difficulté comme un mort-vivant avancé. Il note qu'en battant des ennemis redoutables, il peut continuer à élargir sa liste de puissants morts-vivants et décide de garder Ding Shui en vie pour une utilisation future potentielle. Le grand-père de Kaoji regarde notre protagoniste avec admiration, émerveillé de voir comment quelqu'un de si jeune peut être si puissant. Il est convaincu que Yunche doit être celui qui a aidé Chaoji à devenir plus fort. Pendant ce temps, l'oncle de Chaoji en conclut que le héros qui a tué leur grand-père il y a des décennies doit être encore plus redoutable maintenant. Notre garçon acquiesce intérieurement, se rappelant qu'il doit devenir encore plus fort pour finalement affronter Dingon. Soudain, il réalise que ses soldats morts-vivants ont gagné un niveau. Les envoyer au combat était la bonne décision. Maintenant, avec leur force améliorée et leur nouvel équipement, ils sont presque inarrêtables. Voyant que ce donjon n'offre plus assez d'expérience, Yunche ordonne à ses morts-vivants de vaincre le seigneur du donjon. Ce faisant, le donjon disparaîtra, offrant une couverture à la famille Chao pour s'échapper sans être vus. Bientôt, ces morts-vivants réussissent à abattre le seigneur du donjon et le donjon commence à disparaître. Se tournant vers la famille Chao, notre garçon les rassure, en leur disant que le chaos qui s'ensuivra retardera la réponse de la famille Ding à la mort du troisième chef. Il leur conseille de fuir immédiatement et promet de s'occuper de tout poursuivant. Notre protagoniste sait qu'il doit vaincre plus de seigneurs de donjon pour atteindre le niveau 3 du monde du miroir. La dernière amélioration l'a rendu considérablement plus fort, et il est convaincu qu'atteindre le niveau suivant le mettra au même niveau, voire au-dessus, de Dingon. Plus tard, à l'entrée du donjon privé d'un homme riche, un garde se vante que personne n'oserait entrer sans permission, ignorant que Yunche s'est déjà faufilé. À l'intérieur, notre héros note à quel point ces types de donjons sont mal protégés, et en nettoie plusieurs autres, gagnant des niveaux régulièrement. Bientôt, des rumeurs se répandent sur un mystérieux destructeur de donjons. Le grand-père de Chaoji se demande si cela pourrait être Yunche, craignant que les gens finissent par faire le lien.
entre ces incidents et le donjon où ils sont entrés précédemment, ce qui pourrait ramener la famille Ding à notre protagoniste. Il réalise que Yunche a nettoyé les donjons pour aider la famille Chao à s'échapper. Maintenant, cachée loin du domaine de la famille Ding, la famille Chao ressent enfin un sentiment de soulagement, jusqu'à ce que Ding Hao, le deuxième chef de la famille Ding, fracasse le mur de leur cachette avec sa compétence de descente inégalée. Il les traite de traîtres et les avertit que l'emplacement de Yunche a été découvert. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon des héros, notre garçon, maintenant au niveau 42 avec le monde du miroir passé au niveau 3, se tient prêt, déclarant qu'il est venu pour Ding Kun. Debout devant le donjon des héros, Yunche réfléchit au fait que tous les donjons privés qu'il a nettoyés n'étaient que de niveau 30 environ, bien trop faibles pour offrir un véritable défi ou une progression. Les donjons plus puissants, comme celui-ci, sont contrôlés par l'État, fortement gardés par l'armée, et interdits d'accès à toute personne dans un rayon de 2 km. Normalement, notre garçon compterait sur sa compétence monde du miroir, mais avec une portée de seulement 20 mètres, ce n'est pas suffisant pour contourner une sécurité aussi stricte. À la place, il décide de se tourner vers Yun pour de l'aide. Quand elle arrive, Yunche exige de savoir pourquoi il a demandé son aide pour entrer dans le donjon. Elle avoue qu'elle ne peut pas y entrer non plus sans laisser-passer. Notre protagoniste lui tend plusieurs laissez-passer temporaires qu'il avait volés dans le domaine de la famille Ding. Elle fait remarquer que chaque laissez-passer exige que quelqu'un accompagne le détenteur lors de l'inspection et insiste pour savoir pourquoi il est si désespéré d'entrer. Yunche explique qu'après avoir vu le sort de Chao Yan dans le soi-disant donjon du traître, il soupçonne qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire que les héros ont répandue au sujet de la rébellion. Il a décidé d'aider la famille Chao à découvrir la vérité. Yunche soutient qu'il n'a aucun lien avec la famille Chao, donc risquer un conflit avec la famille du héros n'a aucun sens. Elle l'accuse de mentir, faisant remarquer qu'il a volé les laissez-passer avant même de savoir quoi que ce soit sur Chao Yan. Elle mentionne que Ding Gai a mené un groupe dans le donjon du traître pour se venger, mais a disparu en même temps que le donjon, et soupçonne notre héros de nourrir une rancune contre les héros. Devenant curieuse, Yunche demande si notre garçon a un lien de parenté avec le traître, Yunche, étant donné la similitude de leurs noms. Il plaisante en disant qu'elle aussi partage le même nom de famille, ce à quoi elle répond qu'elle a changé le sien pour éviter les ennuis. Il la taquine à nouveau, suggérant qu'elle fait des suppositions sur son vrai nom de famille. Agacée, elle menace de le dénoncer à l'armée, mais Yunche sait qu'elle ne le fera pas. Il croit que Yunche est une personne vraiment bonne, une personne altruiste qui a risqué sa vie pour sauver les autres. Pour gagner sa confiance, il lui remet le journal intime qu'il a pris à la famille Ding, qui révèle les crimes des descendants des héros. Yunche, surprise, lui demande pourquoi il fait confiance si facilement et l'avertit qu'il ne devrait pas faire confiance aux autres aussi aveuglément. Notre héros insiste sur le fait que même s'il a déjà été trahi, cela ne l'empêchera pas de faire confiance aux gens, et lui assure qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Troublé, Yunche lui dit de la suivre, seulement jusqu'au moment où elle le trahira. À l'entrée du donjon du héros, un garde salue. Yunche l'informe que les héros attendent à l'intérieur. Il est perplexe qu'elle ne soit pas arrivée avec Ding Dan et se méfie de la silhouette encapuchonnée, Yunche, à ses côtés. Le garde explique que la sécurité est renforcée, surtout depuis que la famille Ding a signalé le vol de ses laissez-passer temporaires et insiste pour contrôler sa garde personnelle. En réponse, Yunche saisit le visage de Yunche et défie les gardes, leur demandant s'ils aimeraient la contrôler elle aussi, au cas où elle aurait été échangée également. Les gardes, intimidés par son statut, reculent rapidement et les laissent passer. Une fois à l'intérieur, notre protagoniste réalise que l'influence de Yunche est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Elle lui fait comprendre qu'elle n'interviendra pas davantage et se fiche de ce qu'il fera à partir de maintenant. Reconnaissant, notre garçon la remercie et invoque un mort-vivant vêtu d'une cape, lui ordonnant de partir avec lui pour sa propre sécurité. Après le départ de Yunche, Yunche entre dans le monde du miroir, impatient de tester la nouvelle compétence qu'il a débloquée au niveau 3. Yunche active son monde du miroir de niveau 3, copiant habilement des monstres du monde réel, pour les déployer dans le royaume du miroir. Avec cette compétence, il peut facilement dupliquer des créatures et les farmer dans le monde du miroir, sans craindre d'être découvert. De plus, même après avoir quitté le monde du miroir, les créatures mortes vivantes de notre héros restent sur place, continuant à grinder des niveaux pour son compte. À l'intérieur du donjon du héros, la famille Ding est en train de construire une ville, qui sert de base à partir de laquelle notre garçon prévoit de mener son enquête. Nous avons déjà appris dans le journal de la famille Ding
Kun s'y trouve. Malheureusement, notre protagoniste sait peu de choses sur ce personnage, seulement que Ding Kun a atteint le rang S il y a des décennies. Il y a des années et n'a pas montré sa puissance publiquement. Yunche pense que recueillir plus d'informations lui donnera l'assurance nécessaire pour affronter Ding Kun. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il connaissait tous les rangs S, pourtant Ding Kun semblait être sorti de nulle part. Espérant obtenir plus d'informations, il essaie d'interroger Ben mais ne reçoit aucune réponse, réalisant que la communication est toujours impossible. Notre héros se souvient que lorsque le monde du miroir a gagné un niveau, l'intelligence de ces créatures mortes vivantes a augmenté, Chao Yan montrant l'amélioration la plus notable. Bien que ce ne soit pas suffisant pour une communication complète, nous ne pouvons qu'espérer que de futures améliorations aideront Chao Yan à retrouver davantage conscience. Pendant ce temps, au château de la cité du donjon, Ding Dan crie sur son père, l'accusant de toujours favoriser le troisième fils. Selon le rapport du Bureau de la Sécurité, ce fils est toujours porté disparu. Le héros de l'Empire, Ding Kun, est assis dans son armure mais se lève à l'éclat de son fils, déclarant que le criminel doit avoir atteint le rang S et lui conseillant d'agir immédiatement. De manière inattendue, Kun transperce Ding Dan de sa main, se moquant de lui pour son incapacité à garder la trace de son propre fils. Il le tourne en dérision pour être un rang S incapable de résister à un seul coup et déclare que la seule raison pour laquelle il a maintenu Ding Dan en vie était pour qu'il surveille son petit-fils. Maintenant, cependant, Ding Dan doit réparer ses propres erreurs. Kun l'avertit également que perdre un parent de sang coûte plusieurs années de sa vie. À l'extérieur du château, Ding Yan, un descendant du héros, est assis, ligoté avec des ceintures, sur le dos d'un homme géant. Yan regarde avec amusement des humains et des loups se battre entre eux pour de la nourriture. Son aide de camp n'en apparaît et mentionne que l'animal de compagnie du maître de Ding Yan n'a pas mangé de viande depuis des jours. À ce moment-là, notre protagoniste les observe de loin, remarquant que la famille Ding ici semble beaucoup plus contenue par rapport à ceux de l'extérieur, tandis qu'il se demande s'il doit se montrer. Chao Yan commence à se débattre, essayant de dire quelque chose. Yunche réalise que même dans cet état, Chao Yan veut aider les autres. Il se souvient que parmi ceux de la zone sinistrée, Chao Yan et Ding Kun étaient les plus gentils et les plus forts, c'est pourquoi il les a acceptés comme élèves. Maintenant, cependant, il éprouve des remords, croyant que c'est de sa faute si Chao Yan a fini ainsi. Après quelques minutes, Chao Yan commence à marmonner des noms, faisant croire à notre garçon que Chao Yan a retrouvé une partie de sa conscience. Chao Yan dit alors que Ding Kun est Ding Kun, provoquant l'écarquillement des yeux de Yunche sous l'effet de l'incrédulité. Pendant ce temps, au château, Ding Kun essuie le sang de son fils de son armure, en marmonnant le nom de notre protagoniste. Il ne s'attendait pas à entendre ce nom après tant d'années. Mais maintenant, il se sent à la fois excité et curieux de découvrir qui se fait passer pour son maître. Ding Yan tient beaucoup à ses ogres de compagnie, mais alors qu'il est absorbé par les soins d'autres animaux, les ogres commencent à mourir de faim. Dans un moment de folie, Ding Yan pointe frénétiquement vers les humains sans défense qui se trouvent devant, ordonnant à ses ogres de tous les dévorer. Alors que le carnage s'approche d'un enfant, Yunche arrive juste à temps et élimine la menace. Instantanément. Il a encore du mal à accepter que Ding Kun soit réellement Ding Kun. Pendant ce temps, Ding Yan se cache derrière son assassin, méfiant face à ce retournement de situation. Bien que notre garçon soit furieux d'apprendre que Ding Kun et son élève sont la même personne, il se souvient du passé où il avait expliqué à ses deux disciples que l'ère des chevaliers était révolue. Pourtant, en tant que descendant de chevalier, il avait l'intention de transmettre quelque chose de significatif. Sous sa tutelle, il s'est assuré que ses élèves deviennent plus forts que les professionnels ordinaires. Il leur a demandé de se souvenir de quelques principes clés s'ils souhaitaient s'entraîner avec lui. Le premier était l'humilité, un rappel qu'il n'était pas différent des autres et qu'il devait toujours rester poli et respectueux. Les a grondés pour leur manque de respect et leur a même fourni des livres de compétences pour encourager leur progression. De retour au présent, notre protagoniste mène la vie dure à Ding Yan et Nan, allant jusqu'à briser l'équipement légendaire de niveau 30 de l'assassin. Malgré cela, Ding Yan continue de se moquer, ce qui pousse Yunche à se souvenir de la deuxième leçon, faire preuve de pitié. Il avait insisté sur le fait de traiter les faibles avec gentillesse et d'utiliser la compassion pour contrer la violence et l'injustice. Notre héros avait autrefois sauvé les deux étudiants d'une vente aux enchères d'esclaves, pensant que ceux qui ont souffert comprendraient la détresse des autres. Maintenant, alors qu'il frappe les illusions de Ding Yan et Nan, Ding Yan déclare effrontément qu'il y en a beaucoup d'autres à affronter, le narguant même en suggérant que la famille de notre garçon se trouve peut être parmi eux. En réponse, Yunche
augmente sa puissance d'attaque grâce à son système et utilise le monde du miroir pour localiser les véritables Dingyan et Nan. Une fois qu'il les trouve, il attaque directement. Il se souvient du troisième principe, le courage dans les combats de donjon. Il faut se battre pour la justice. Voyant la force de notre protagoniste, Dingyan décide de battre en retraite, laissant Nan l'affronter seul. Nan utilise sa capacité pour frapper Yunche mais ne parvient pas à le trouver. Au moment crucial, soudainement, notre héros apparaît par derrière et frappe. Puis déchaîne une compétence spéciale. La quatrième leçon lui revient à l'esprit de sacrifice. Pendant ce temps, Ben traîne Dingyan au loin, l'amenant à son maître. Bien que Dingyan crie qu'il est le petit-fils du héros, il reste sans voix en voyant son assassin, transformé en une marionnette de notre protagoniste. À cet instant, notre garçon se souvient des leçons restantes, l'honnêteté, la justice, l'honneur et l'âme. Après avoir vaincu Dingyan, Yunche se tient au sommet du mur du château, observant d'innombrables humains suspendus comme des prisonniers. Il réalise que Ding-kun n'a pas seulement abandonné ses enseignements, mais a même tourné sa lame contre son maître. Furieux, notre protagoniste exige de savoir pourquoi Ding-kun a conduit ses descendants vers un tel mal. Soudain, Ding-kun apparaît derrière lui et lui assène un coup puissant, envoyant Yunche voler à travers plusieurs murs. Cependant, il se rétablit rapidement, utilisant ses compétences pour se soigner et amplifier sa puissance d'attaque alors que Ding-kun approche. Notre héros riposte en envoyant ses miroirs frapper, puis l'affronte directement, exigeant une explication pour sa trahison. L'armure de Ding-kun se brise après avoir reçu un coup de Yunche, révélant son visage. Finalement, le corps de notre garçon tremble alors qu'il réalise que son élève est en fait Ding-kun. Il exige de savoir pourquoi Ding-kun a trahi son maître, mais Ding-kun remarque simplement qu'il reconnaît son ancien nom. Alors que Ding-kun s'avance pour attaquer, il se demande à voix haute si Yunche a été envoyé par leur maître. Après avoir habilement esquivé les assauts de Ding-kun, notre protagoniste contre-attaque avec un coup par derrière, répétant sa question. Pourtant, Ding-kun insiste qu'il n'est rien de plus qu'un outil envoyé par son maître, et il frappe le sol, le faisant éclater. Curieux de voir s'il reste une once de reconnaissance. Notre héros envoie Chaoyan en avant. Ding-kun projette violemment Chaoyan au sol, surpris de sa survie. Mais après un autre coup brutal, il réalise que Chaoyan n'est qu'un mort-vivant. Même dans la résurrection, il reste peu d'intelligence. À ce moment-là, les trois fils de Ding-kun surgissent, brandissant des armes pour soutenir leur père. En réponse, notre garçon invoque son armée de morts-vivants, avec Ding-gae parmi eux. Cette vision fait brièvement monter les larmes aux yeux de Ding-kun, mais l'excitation prend vite le dessus alors que son intérêt pour Yunche grandit. Observant notre protagoniste ranimer les autres, Ding-kun exige qu'il prouve s'il est vraiment son maître. Augmentant ses PM et sa puissance d'attaque, Yunche se souvient des jours où Ding-kun, autrefois enfermé dans une cage, aidait les autres, si différent de ce qu'il est maintenant. De manière inattendue, Ding-kun prétend que tout ce qu'il est devenu, c'est à cause de son maître. Notre héros lui rappelle qu'il l'a sauvé de l'esclavage et l'a aidé à devenir un professionnel puissant, mais Ding-kun, au lieu d'être reconnaissant, demande pourquoi il a été sauvé si tard et pourquoi, en tant que simple fils de chevalier, il n'a pas pu vivre aussi confortablement que Chaoyan. Il hurle, demandant pourquoi Chaoyan, qui n'a rien fait, jouissait d'une telle faveur, suggérant amèrement que c'était être parce que Chaoyan était simplement né plus pur. Ding-kun murmure, se demandant pourquoi son maître a fait de lui un berserker, et si sa nature timide l'a forcé à endosser ce rôle. Notre protagoniste nie fermement avoir jamais eu de favori, rappelant à Ding-kun qu'il a toujours agi comme s'il voulait devenir plus courageux. Cela ne fait qu'alimenter le ressentiment de Ding-kun, qui en conclut que son maître préfère les gens comme Chaoyan. Il avoue qu'il a essayé d'être courageux mais ne s'est jamais senti favorisé, croyant toujours que son maître méprisait ses origines et admet qu'il ne peut pas vivre selon les vertus des chevaliers. Ding-kun affirme que le statut et le pouvoir déterminent la façon dont on est traité. Sauver les autres n'a aucune valeur pour lui, et il prétend qu'il n'y a pas de trahison. Son maître a choisi Chaoyan, et lui a choisi une autre voie. Il révèle que Luo Wei lui a accordé un statut plus élevé, soulignant le contraste frappant entre la vie de ses descendants et celle de Chaoyan. Avec un rire moqueur, il met en évidence les positions actuelles de son maître et de Luo Wei. Furieux, notre garçon attaque avec ses miroirs, frappant de toutes les directions. Alors que l'armure de Ding-kun est complètement détruite, Yunche déclare froidement qu'il n'est même pas digne d'arriver à la cheville de Chaoyan. L'armure de Ding-kun vole en éclats, pourtant il éclate d'un rire amusé.
Soudain, il augmente sa puissance d'attaque de 300% et sa vitesse de 200% en bondissant vers Yunche. Il le traite d'hypocrite, activant la compétence exclusive du berserker, déchaînement. La vitesse de Ding Kun devient presque impossible à suivre, forçant notre garçon à compter sur le monde des miroirs pour se cacher et esquiver. Après le coup de Ding Kun, notre héros réapparaît, faisant réaliser à Ding Kun qu'il utilise des miroirs pour se déplacer et éviter les attaques. En réponse, Ding Kun déchaîne sa compétence exclusive de berserker, tempête de sang, visant à briser tous les miroirs et à couper toute voie de fuite à notre garçon alors que la tempête de sang fait rage. Les PV de notre protagoniste chutent rapidement. Ding Kun active alors le corps du berserker, ricanant que son maître ne parle de vertu que lorsque c'est sans danger. Au moment où il s'apprête à frapper, il se moque de notre protagoniste qui prêche la compassion, bien qu'il vive confortablement. Utilisant la lame de l'explosion de rage sanguine, Ding Kun projette violemment Yunche dans les débris, faisant chuter ses PV. Ding Kun rit, soulignant que sans miroir, notre garçon ne peut plus s'enfuir. Malgré ce revers, Yunche utilise la guérison de base pour récupérer et se remet sur pied, lançant une autre attaque sur Ding Kun, qui la contre facilement. Kun se moque, disant que son maître est devenu délicat et commence à appuyer sa lame vers le bas quand notre héros attaque avec une seconde lame. Ding Kun l'arrête à main nue, affirmant que la trahison est le seul moyen de vraiment grandir. Luttant, notre protagoniste parvient à libérer sa première épée mais a toujours du mal à combattre son ancien élève. Curieux, Ding Kun demande s'il est jaloux de Luo Wei, qui est devenu le roi suprême, alors que lui-même est devenu un traître, avec une dernière provocation. Ding Kun projette Yunche dans les débris avec une force énorme, faisant chuter les PV de notre garçon à seulement 42. L'excitation de Ding Kun ne fait que grandir, à l'idée d'éliminer son maître de ses propres mains. Il offre une pitié tordue, suggérant que Yunche s'agenouille et devienne son animal de compagnie et exigeant le secret de la résurrection. À la surprise de Ding Kun, notre héros se relève, empoignant ses lames, et admettant qu'il n'aurait jamais dû sauver Ding Kun de la cage aux esclaves. À ce moment-là, il monte de niveau, restaurant entièrement son état et stupéfiant Kun. Pendant ce temps, l'armée de morts vivants continue de farmer des monstres dans le monde des miroirs, augmentant régulièrement l'expérience de notre protagoniste. Activant l'éclat d'accélération inversé, il augmente la vitesse de son unité de 30%, puis active la possession maléfique inversée pour augmenter encore plus ses statistiques. Utilisant chaque compétence de classe d'incantation acquise dans chaque donjon, Yunche déclare qu'il n'a pas besoin de vertu pour affronter quelqu'un comme Ding Kun. Il est déterminé à régler ce problème coûte que coûte. Il lance des attaques de toutes les directions, mais Ding Kun se contente de rire, remarquant que son maître agite sauvagement deux épées sans viser. Alors qu'il frappe notre héros, Yunche disparaît, pour réapparaître derrière son élève et lui asséner un coup. Ding Kun est abasourdi, se souvenant qu'il a détruit tous les miroirs. Mais il remarque alors du sang sur le sol et réalise trop tard que n'importe quelle surface réfléchissante peut être utilisée pour se déplacer. Rapidement, Ding Kun active la collecte d'énergie sanguine, convaincu que maintenant qu'il ne reste plus aucune surface réfléchissante, Yunche ne pourra pas s'échapper. Soudain, Chao Yan le poignarde dans le dos et, saisissant l'occasion, notre héros invoque absolument toutes les créatures mortes vivantes. Désormais, Ding Kun se retrouve complètement encerclé sans aucune chance de s'échapper.